Bonsoir. Au fil des semaines, nous essayons de remettre un petit peu d'ordre dans notre perception du paysage mondial. Quatrième exercice du genre, aujourd'hui nous allons utiliser des paramètres et une réflexion plus strictement économique. Ce monde bipolaire Est-Ouest dont nous sortons exprimait un ordre politique auquel répondaient des alliances stratégiques, avec notamment l'OTAN à l'ouest et le pacte de Varsovie à l'est. Mais quand le mur s'effondre et que l'ennemi n'est plus un ennemi, il s'agit de reconstituer au plus vite une vision du monde pour identifier où sont les menaces et comment y répondre. Plusieurs lectures étaient possibles, en voici en tout cas 3 aujourd'hui et toutes sont de nature économique. La première, c'est une lecture qui sépare les pays riches des autres. Le critère, c'est le PNB annuel par habitant, produit national brut, et cela offre une vision qui substitue à l'ancienne fracture idéologique une fracture économique. Mais pourquoi une fracture? Parce que, selon cette première analyse, c'est la pauvreté qui favorise l'instabilité et donc potentiellement les crises ou les conflits. Dès lors, les pays riches chercheraient à se protéger de cette instabilité potentielle pour prévenir les conséquences chez eux. C'est un petit peu cette logique qui conduit les Européens à revendiquer le commandement sud de l'OTAN, c'est-à-dire des forces de la zone Méditerranée. Ils cherchent ainsi à garantir la sécurité sur leur flanc sud, qui demeure tout de même une zone instable. Mais cette lecture conduit tout de même à des faux sens. D'abord, cette vision persiste à placer au sud des pays dont le niveau de développement les rapproche des pays dits du Nord. C'est le cas de la Corée du Sud, dont le PNB est proche de celui du Portugal, ou encore de la Malaisie, dont le PNB est comparable à celui de la Grèce, lorsqu'elle est entrée dans la communauté européenne. Et puis, il y a des Suds dans les pays riches. Rappelons tout de même que le niveau des soins dans le Bronx à New York ou le niveau de vie de certaines banlieues à Los Angeles sont comparables à ceux que l'on rencontre dans certains pays dits du Sud. Le PNB n'est pas un critère dont on peut tirer des déductions de type géographique, donc il ne peut pas être un instrument de mesure fiable pour aider aux recompositions stratégique. Car ce qu'il y a de curieux, c'est que quand on superpose la carte de l'ancienne guerre froide à la carte Nord-Sud, on constate que les pays qui étaient à l'ouest jusqu'en 1989 se retrouvent comme par hasard au nord, dans cet ordre mondial en recherche de lui-même, comme si l'on trouvait confortable de ne pas remettre en cause les vieilles alliances stratégiques. Alors si le PNB ne suffit pas comme critère, est-ce que la force économique ne serait pas devenu le principal facteur de puissance? Examinons maintenant cette deuxième hypothèse sur les cartes. Voici les 3 grands ensembles de prospérité économique dans le monde. Les États-Unis, les pays de l'Union européenne et le Japon. C'est-à-dire 3 ensembles qu'on appelle souvent la triade et qui ont adopté depuis longtemps l'économie de marché, qui sont économiquement les plus prospères et qui n'ont été touchés sur leur territoire par aucun conflit depuis la Seconde Guerre mondiale. À partir de ce constat, un courant de pensée, qui est d'ailleurs plutôt américain, déduit là où il y aurait prospérité, il y aurait ipso facto la paix. Et comme c'est l'économie de marché qui assure la prospérité, c'est l'économie de marché qui garantit la paix. Donc en raccourci, les dollars se substitueraient à la dissuasion nucléaire et la puissance économique à la puissance militaire. Mais là aussi, il y a bien sûr beaucoup trop de raccourcis dans ce mode de pensée. Regardez le cas du Japon. La deuxième puissance économique mondiale revendique aujourd'hui un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Sans succès. Sans succès car la solidarité qui lie le Japon aux autres puissances économiques ne cherche qu'à assurer la stabilité des échanges, ne cherche qu'à fixer les règles économiques internationales. Pas plus. Le paradoxe est là. Tant qu'il restera militairement faible, le Japon ne transformera pas son statut de grande puissance économique en statut de grande puissance tout court. Et puis par ailleurs, aussi puissant soit-il sur le plan économique, le Japon n'est pas invulnérable pour autant. L'industrie japonaise est très dépendante de ses approvisionnements en matières premières, et notamment en pétrole. On voit ici les grandes routes commerciales qui arrivent du Moyen-Orient, et on voit bien que la position insulaire du Japon l'expose à un risque de rupture d'approvisionnement. C'est sans doute pour cette raison que le Japon a décidé de construire plusieurs centrales nucléaires dans les 20 prochaines années.
Alors cet exemple du Japon peut illustrer que les solidarités économiques ne remplacent pas totalement les alliances et les systèmes de sécurité. Certains avancent enfin une troisième hypothèse, selon laquelle ce sont les processus d'intégration économique régionaux qui permettront d'assurer la sécurité. Eh bien, vérifions. Voici maintenant la carte des principales zones d'intégration économique dans le monde. L'UEM, de l'ancienne zone CFA, le Mercosur, l'ALENA, le Comité de coopération d'Europe centrale, l'AFTA, l'APEC et l'Union européenne. Donc, quel est le lien entre union douanière ou marché commun et sécurité? Suivez le raisonnement. L'idée, c'est que l'intégration économique favorise la prospérité, notamment grâce aux échanges. Or, ces échanges exigent la stabilité. Stabilité et prospérité favorisent à leur tour le rapprochement politique qui, justement, permet la sécurité collective. Donc, prospérité et stabilité seraient des gages de sécurité. C'est l'actuel raisonnement, et d'ailleurs c'était en tout cas l'idée des fondateurs de la communauté européenne il y a 50 ans. Mais là aussi, la méthode de l'intégration économique semble présenter quelques limites. Prenons l'exemple de l'intégration économique la plus achevée, celle des membres de l'Union européenne. Cette intégration économique n'induit pas nécessairement l'intégration politique. Les difficultés de l'Union européenne pour mettre en place une politique de sécurité commune en sont d'ailleurs une illustration. Ensuite, en se constituant peu à peu, ces ensembles régionaux accentuent le décalage avec les pays qui les entourent. Et ce décalage peut lui-même être porteur de tensions ou de graves malentendus. C'est exactement ce qui se passe avec les pays d'Europe centrale et orientale que l'Union européenne devra intégrer précisément pour des raisons de sécurité plus que pour des raisons économiques. Alors que retenir de tout ça ? Il existe effectivement un lien entre prospérité et stabilité puisque les zones prospères sont moins touchées par les conflits que les régions les plus pauvres. Ensuite, la force économique est un attribut de la puissance. Elle permet de participer à la définition des règles économiques internationales. Et puis, de toute façon, il faut être économiquement puissant pour financer un dispositif militaire dissuasif. Mais ces deux constats n'indiquent pas que le nouvel ordre mondial soit strictement économique, ni que les seules lois de l'économie de marché sont la clé de la sécurité. Pourquoi ? Parce que la prospérité d'un pays n'exclut pas les fractures de pauvreté et les marges sociales au sein même de ce pays. Parce que le fait de vouloir s'associer pour être riche n'indique pas qu'on veuille vivre ensemble. Le politique ne se dilue pas dans l'économique. Parce que on ne soumet pas Saddam Hussein ou le général Mladic par des armes économiques, mais bien par la force militaire. Alors je crois qu'il faut faire attention à la mode de la mondialisation, du tout économique, aux explications globalisantes sur le nouvel ordre mondial. Il faut saisir la complexité des choses, car les conflits de la planète restent des conflits politiques, des conflits de légitimité, des conflits de pouvoir, et la prospérité économique ne met que très incomplètement à l'abri de ces conflits.